Nous allons d'abord nous intéresser à la politique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est assez mal vu par les jeunes en Afrique? On a l'impression que tous les jeunes veulent éviter ce domaine-là. Quels sont les facteurs qui ont contribué à cela au fil des années? Je l'adresse aux jeunes africains. La moto tue plus que la politique. Quand on fait la transition de la politique, quelque part c'est comme ça. Les gens, beaucoup ne s'y intéressent pas pour plusieurs raisons. Mais il y en a qui ne pourront pas réussir. Parce qu'ils ne pourront pas rester devant la foule et parler, discuter, mener un débat de 2 heures de temps en parlant uniquement de la politique, de tous ses aspects. On ne fait pas la politique pour être tout le monde sur le fauteuil. On a l'habitude de penser que tout ce que la jeunesse fait, ou tout ce que même la population fait dans la politique ne sert à rien, que tout est décidé à l'avance. J'ai d'ailleurs lu une phrase, un de mes ancien professeur a écrit que de tout temps, le roi des Blancs fait le roi noir des Noirs au pays des Noirs, avec ou sans le consentement des Noirs. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes doivent toujours penser comme ça ou il faut forcément prendre les choses en main? Un jeune qui veut apprendre peut apprendre facilement en allant faire le pied de grue chez un élu et lui dire: ah, vraiment grand frère ou grande sœur, je regarde votre parcours, je serais intéressé à savoir davantage ce que vous avez fait. Mais faites preuve de leadership, il n'y a pas d'âge. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Si vous ne le faites pas, si tu ne veux pas décider avec eux, ils vont décider pour toi. Ça, c'est clair. De toute façon, ça c'est connu. Bienvenue dans le nouvel épisode de notre podcast Décryptor, le podcast où on décrypte tout sans contour et sans filtre. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet à la fois sensible et qui doit être abordé de manière délicate. Il s'agit du sujet de la politique, surtout dans notre contexte africain, et précisément du rôle que les jeunes, que ce soit de la diaspora ou du continent, ont aujourd'hui à jouer dans cette sphère-là. Et pour ce sujet, nous avons un invité que nous allons laisser se présenter à vous. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Je ne sais jamais ce qu'il faudrait dire dans le cadre d'un podcast. Je m'appelle William Baïha. Je suis journaliste de formation et de profession. Je l'ai été pendant longtemps. Depuis environ 4 ans, je suis en retrait de la profession de journaliste parce que j'ai entrepris une thèse de doctorat que je termine dans quelques jours d'ailleurs, en géopolitique de la santé. Donc actuellement, je suis chercheur doctoral à l'Université de Montréal. Et aussi, je suis engagé en politique depuis 2021. Engagé, j'entends de manière militante au sein d'un parti politique au Cameroun qui s'appelle le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN. Je suis l'un des conseillers du président national de ce parti qui est également député et candidat à la présidentielle du Cameroun de 2025. On espère que ce sera en octobre. Ok. Nous, vous nous connaissez déjà. Moi, c'est Edoro Sèche, pardonne-nous. Et toi, c'est... Moi, c'est Ambroise. Avant de commencer, on va vous inviter à vous abonner, à laisser un like, à laisser un commentaire pour la chaîne. Et pour entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord nous intéresser même à la politique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je pense que ça va faire l'unanimité, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est assez mal vu par les jeunes en Afrique? On a l'impression que tous les jeunes veulent éviter ce domaine-là. Quels sont les facteurs qui ont contribué à cela au fil des années? Ok, la première chose que je voudrais dire, c'est quelque chose que je considère comme une vérité générale. C'est vrai que je n'aime pas trop le terme vérité, mais disons que je lance souvent ça comme une boutade. Et je l'adresse aux jeunes africains. La moto tue plus que la politique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de jeunes africains ont peur de la politique, alors qu'ils font des choses au quotidien qui peuvent être potentiellement plus dangereuses. Mais on a mis dans leur tête que la politique est quelque chose de dangereux. Et la première raison donc de la méfiance vis-à-vis de la politique en Afrique, c'est l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est quoi? C'est que on explique à une population donnée qu'elle est incapable de changer son propre sort, qu'elle est incapable de prendre ses propres décisions, que dans tous les cas, les choses qui sont autour d'elle sont déjà scellées. Tout est déjà fait. Donc, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes trop jeune, vous êtes trop pauvre, vous n'êtes pas assez éduqué, vous n'êtes pas assez riche, vous n'êtes pas assez connecté, vous n'avez pas une grande expérience. Mais tout cela, c'est pour vous empêcher de vous intéresser à la marche des affaires du pays. Et quand je dis la marche des affaires du pays, ça commence au niveau de la commune dans laquelle vous vivez. Ça commence au niveau de la salle de classe dans laquelle vous êtes, dans l'université où vous êtes. Vous devez être intéressé par ce qui se passe. Parce que tant que vous n'êtes pas intéressé, les choses se feront sans vous. Donc, cette première raison-là est donc l'impuissance apprise. Et nos parents travaillent aussi beaucoup dans ce sens-là, parce que quand on va à l'université, on nous dit souvent, très souvent, de ne pas nous engager dans les mouvements étudiants, de ne pas être entraîné par la politique. Mais
C'est souvent d'ailleurs dit par les personnes qui n'ont jamais fait de politique de leur vie. Et donc, nous tous, je pense que nous avons au moins déjà entendu des gens qui nous ont dit cela. La deuxième raison que je citerai pour expliquer le fait que des jeunes ne font pas de politique ou bien ont une sorte de peur de faire la politique en Afrique, cette deuxième raison a trait à l'absence de mentorat. Mais l'absence de mentorat, je dis ça dans deux sens. D'abord, parce que ceux qui sont dans la politique aujourd'hui peinent à aller vers des jeunes, surtout ceux qui ont réussi en politique. Je ne parle pas de ceux qui s'essaient ou qui échouent. Ceux qui ont réussi dans la politique, quand je dis réussir dans la politique aussi, je fais la précision, c'est les personnes qui sont dans les postes à responsabilité, à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit une mairie, que ce soit en tant que conseiller municipal, mais aussi comme ministre ou bien comme président de la République. Ils font rarement des retours vers les jeunes, soit en écrivant des livres, soit en faisant des conférences. On sait qu'il y a quelques présidents ou anciens présidents africains qui ont écrit des livres, leurs mémoires, mais ce n'est pas la chose du monde la plus partagée, surtout à des niveaux qui ne sont pas très élevés dans la politique. Et donc, il y a cette absence de mentorat. Mais encore une fois, l'impuissance apprise revient. Et il y a aussi le fait que les jeunes eux-mêmes et leurs familles ne vont pas vers ces personnes. Parce qu'un jeune qui veut apprendre peut apprendre facilement en allant faire le pied de grue chez un élu et lui dire « Ah, vraiment, grand frère ou grande sœur, je regarde votre parcours, je serais intéressé à savoir davantage sur comment vous avez fait. » etc. Et puis, il y a l'absence des incitatifs institutionnels. Il y a quelques années, une dizaine d'années environ, il y a eu un fort plaidoyer qui a été fait par la société civile féminine dans plusieurs pays africains, une dizaine, une vingtaine d'années. On se rappelle du protocole de Maputo qui a demandé aux pays africains de travailler davantage à une représentativité des femmes en politique. Et ça a porté des fruits parce que beaucoup de législations électorales à travers l'Afrique ont imposé des quotas. Au Cameroun, par exemple, que je connais, c'est 30% minimum dans les listes. Même chez nous, dernièrement, le nombre de femmes. Donc, ça, c'est un incitatif institutionnel qui fait que, d'une manière ou d'une autre, les femmes sont impliquées dans les listes de candidature et de plus en plus, elles sont en train de s'émanciper et de prendre des positions de responsabilité dans la sphère politique. Je pense que quelque chose comme ça doit être aussi fait pour les jeunes, que ce soit des jeunes qui sont des jeunes étudiants, des jeunes scolaires, et même des jeunes déscolarisés, pour amener les moins de 25 ans à s'intéresser de manière beaucoup plus structurelle à la chose politique. Et puis la dernière raison, qui n'est pas vraiment une raison, mais qui nécessite d'être quand même citée, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions qui font que les jeunes sont intéressés à la politique, mais de manière superficielle, sur des questions de polémique, sur les controverses, sur tout ce qui est non essentiel. Donc, l'un des exemples, je vais le dire, ça va peut-être choquer, c'est le panafricanisme. Beaucoup de jeunes défendent l'idée du panafricanisme, se disent panafricanistes, suivent les panafricains ou les panafricanistes, je ne sais pas trop ce que je dois dire, mais ils n'ont pas la culture du panafricanisme. Voilà, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas quels sont les contours, l'origine, les faiblesses, les forces, les ajouts qui sont faits. Ils ont une connaissance peu approfondie d'un mouvement, et je me suis rendu compte de ça récemment, et je suis même en train de mener une réflexion sur le rastafarisme, qui est une idéologie qui a été déviée ou bien qui a été mise dans un ghetto pour rester essentiellement, c'est pas mauvais, mais de restreindre le rastafarisme à la musique et à une sorte de world music fait que beaucoup de jeunes Africains ne savent pas que c'est un puissant outil théorique et politique, idéologique en tout cas, qui peut permettre également de poser des problèmes de manière profonde. Donc, il y a tout ce mélange à 4 raisons que j'ai données rapidement qui peuvent me permettre de répondre rapidement à ta question, Serge, sur le manque d'implication des jeunes dans la sphère publique et peut-être durant le courant de notre discussion, je pourrais en ajouter quelques autres. Ok. Dans ton développement, j'ai vu que tu as parlé d'un âge précis, tu as parlé des moins de 25 ans. Et en réalité, est-ce que c'est pas parce que on se dit en dessous, généralement, il y a des a priori où on dit les jeunes n'ont pas vraiment quelque chose à apprendre, ou c'est difficile pour un jeune de maintenir l'image d'un modèle, c'est-à-dire d'être un mentor pour d'autres personnes. C'est-à-dire, quand tu es jeune, c'est plus compliqué pour toi de conseiller, de prendre des initiatives entre tes camarades jeunes. C'est-à-dire, le leadership, les gens ont l'impression que le leadership est plus lié à l'âge. Est-ce que c'est pas un truc qu'on doit déconstruire? Et aussi, j'aimerais savoir si le fait de s'intéresser à la politique, être politicien, est-ce que, en fin de compte,
ce ne sont pas des aspirations qui sont innées ou ce sont des aspirations qui peuvent être apprises au cours du temps? En fait, quand tu as parlé tout de suite de leadership, pour moi, être un leader, c'est quelque chose qu'on ressent. Tu dois le vouloir. Maintenant, est-ce qu'on peut apprendre à s'intéresser à la politique? Mais s'intéresser à la politique simplement, il faut vouloir vraiment le faire. Parfois, je dis souvent, on a l'envie là, on a ce feu ardent là, d'aller vers la chose. Après, il y a des contraintes comme les contraintes dont on a parlé, le mot doyen William. Il y a plein de contraintes familiales, liées à la société, à notre environnement. Mais faire preuve de leadership, il n'y a pas d'âge. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Peu importe l'âge que tu as. Parce que ça se voit. Il y a des gens qui prennent des décisions très tôt. Et souvent, on dit, c'est parfois à partir de la position à laquelle tu t'es mise et la vie t'a mis, non. Pour moi, je n'y crois pas. Je sais que si la vie te met dans des conditions difficiles, tu peux développer des capacités. Mais être un leader, avoir du leadership en soi, souvent, comme moi, je suis Sarkozy, je me dis que ça ne s'apprend pas. Le leadership, ça ne s'apprend pas. Donc, c'est un feu qui est en toi. Si tu ne te retrouves pas dans un rôle de leader, tu ne seras pas épanoui. Et la politique aussi, quand on fait la transition vers la politique aussi, quelque part, c'est comme ça. Les gens, beaucoup ne s'y intéressent pas, pour plusieurs raisons. Mais il y en a qui ne pourront pas réussir. Parce qu'ils ne pourront pas rester devant la foule pareil. Discuter, mener un débat de 2 heures de temps en parlant uniquement de la politique, de tous ces aspects. Il y a des gens qui sont fatigués de ça. Alors qu'il y en a d'autres qui peuvent passer toute une journée et en parler de politique, des aspects de la santé, de la politique, de la défense, de tout et de rien. Mais pourvu qu'on parle de politique, donc l'âge, non, c'est pas forcément l'âge, mais c'est l'aspiration de la personne. Est-ce que la personne a envie de changer les choses? Ça veut dire qu'il n'y a pas, on ne devait pas préconiser un âge pour avoir des aspirations politiques. Non. Parce que j'ai l'impression que cette raison-là, souvent, beaucoup de gens, moi j'étais quand j'étais au pays, il y a des jeunes qui ont voulu entrer dans des partis politiques, prendre des responsabilités au sein de leur commune, mais la raison qui revenait plus, c'est qu'ils sont assez jeunes, mais qu'est-ce qu'ils iront chercher? Donc on a cette impression aussi qu'en Afrique, les aînés ne veulent pas laisser la place aux jeunes de s'exprimer dans cette sphère-là. Mais William a tout dit tout à l'heure. Quand il parlait des aînés qui ne font pas le retour, il a dit, quand on dit vous êtes trop jeune, c'est pour vous empêcher de devenir vert. Oui, c'est ça. Parce qu'ils veulent rester là tout le temps. Ça fait un. L'autre chose, c'est pour faire peur. Les parents font peur généralement en te disant tu es trop jeune. Moi, par exemple, souvent, simplement, dans tout ce que je dis sur la politique, quand je mets mon avis, quand j'interviens, souvent ça me revient. Mes parents disent, toi, tu n'as jamais rien fait. Genre, tu viens de finir ta maîtrise, tu es là, tu as commencé par construire ta carrière. Finis ta carrière d'abord et ensuite tu viendras. Et le pire, il y a des amis qui me disent ça. Genre, tu n'as pas encore fait quelque chose. C'est ce que je disais, il y a ce sur des sujets politiques. Non, il faut aller travailler d'abord. Je dis, mais c'est quoi le lien? Je ne sais pas si... Moi, je pense que, d'abord, je lève rapidement une petite incompréhension qui peut surgir. Je pense qu'il est erroné, sauf si on redéfinit le leadership, mais il est erroné de penser que la politique est liée directement au leadership. Okay. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui peut être devant. C'est vrai. En fait, la politique est moins même liée au leadership qu'à la capacité de suivre un leader. Donc, sauf si c'est ça qu'on appelle le leadership, c'est-à-dire, parce que le leadership de celui qui est devant, mais au leadership, c'est qui appuie celui qui est devant. Oui, beaucoup plus. Parce qu'il faut dire ça aussi aux jeunes, on ne fait pas la politique pour être tout le monde sur le fauteuil. D'accord, oui, c'est ça. Parce que le pouvoir n'est pas c'est un fauteuil. Donc, il y a une personne qui va être devant, et le vrai leadership, c'est d'être capable d'accompagner de manière consistante cette personne. Et ça prend quoi? Ça prend des personnes qui vont être dans les comités stratégiques, donc des généraux qui vont être capables de faire la stratégie, de discuter de ces choses-là, d'être capables de voir venir et de réfléchir à froid. Ça prend le niveau tactique, c'est-à-dire des personnes qui vont être dans l'organisation, des personnes qui vont s'assurer d'aller ratisser large, d'organiser des discussions de quartier, des personnes qui vont faire donc la veille au quotidien et faire remonter les informations pour construire des stratégies gagnantes. Et ça prend des personnes opérationnelles.
Ça prend des personnes qui vont coller des affiches, qui vont publier des choses sur les réseaux sociaux, qui vont faire du porte-à-porte, qui vont inscrire les gens sur les listes électorales, qui vont bien parler du parti, qui vont imprimer les t-shirts, qui vont marcher, qui vont défiler, etc., etc., etc. Et ce n'est pas comme si c'était divisé de manière stricte et nette. C'est-à-dire, la même personne peut être au niveau stratégique et être au niveau opérationnel. Donc, et quelqu'un peut être celui qui est destiné pour le fauteuil, finalement, il se retrouve plutôt dans la dimension stratégique ou opérationnelle ou tactique. Donc, la politique est aussi une école de la vie. C'est une école de la vie. Parce que quand on est dans la politique, on fait le militantisme. Le militantisme n'est pas seulement le fait d'avoir un comportement moutonnier, mais c'est avoir la capacité d'être dans une discussion qui soit respectueuse, mais avec un but. Par exemple, moi, j'ai mon bon ami et petit frère qui est ici. On fait la politique ensemble au Cameroun, mais il est ici. Gabriel Ebanda, peut-être il regardera. Et avec lui, on n'est pas toujours d'accord sur la manière, sur les politiques économiques, sur la manière avec laquelle on peut imaginer certaines choses, notamment dans le champ économique. Sur le plan social, etc., on est plutôt d'accord, mais sur les questions économiques, il a tendance un peu plus à être plus libéral que moi, qui suis un peu plus côté social. Mais sur ces points de détail, on peut discuter, mais étant organisé vers le fédéralisme communautaire, par exemple, que nous, on défend, qui est une forme de décolonisation de l'État. Mais on est d'accord sur l'essentiel, mais on doit être capable de discuter. Et donc, c'est une manière aussi de former à la vie démocratique. De dire, OK, on peut discuter. Et quand on a discuté, quand on est arrivé en consensus, on va suivre la voie du consensus. Donc, c'est ça. La politique, c'est un peu comme le scoutisme. C'est toute une école de la vie qui dépasse largement le simple fait de la conquête du pouvoir. Mais évidemment, la conquête du pouvoir est aussi très importante parce que pour conquérir le pouvoir, il faut être prêt à gérer toutes les sensibilités à l'intérieur d'un État. Et ça te demande d'être humble vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton cerveau, vis-à-vis de ton expérience, vis-à-vis de tes sensibilités. Pour être capable d'être à l'écoute des sensibilités qui peuvent te paraître complètement illogiques et inacceptables, mais puisqu'elles sont dans l'état que tu veux gérer ou bien dans la société que tu veux, tu es obligé de les intégrer et de pouvoir composer avec. D'accord. En fait, j'aimerais compléter quelque chose à ce que William m'a dit qui est très important. La politique, c'est une école de vie. D'abord. Moi, par exemple, on en parlait l'autre jour, j'ai tout trouvé extraordinaire. Moi, c'est des trucs que je ne trouve pas normal, que je trouve extraordinaire. Quelqu'un allait à l'école, de la classe de CI terminale. Il n'a jamais été responsable de classe. Jamais. Il n'a jamais milité dans rien. C'est-à-dire, de la classe de CI à la maîtrise. Donc, moi, j'ai la maîtrise, je m'en arrête là. Je connais des gens qui, de la classe de CI jusque-là, n'ont jamais été responsables de rien. Rien du tout. Très intelligent. Ils n'ont jamais milité dans rien. C'est-à-dire, ils n'ont jamais été dans un groupe pour revendiquer ne serait-ce que quelque chose. Souvent, je dis, mais comment vous vivez, genre, est-ce que, genre, vous êtes à l'aise, genre, donc, souvent, je dis, mais est-ce que pour vous, tout va bien? Ce qui est extraordinaire, ils disent non. Donc, vous n'avez jamais rien revendiqué. De la classe de CI, je peux supposer que, enfant, tu ne maîtrises rien. Ok, d'accord. Encore que tes autres camarades se sont battus pour dire, c'est moi qui vais être le responsable, je vais être... Donc, toi, tu n'as pas pu faire ça. Ok, secondaire, troisième, rien. Jusque-là. Donc, des gens comme ça ne peuvent pas s'intéresser à la politique comme ça. C'est normal. Mais même quand vous arrivez à l'âge adulte, je ne suis pas adulte comme ça, mais l'âge où vous avez déjà eu un parcours académique qu'on peut vous créditer, vous pouvez quand même vous réfléchir et dire, mais est-ce que je vais vivre simplement, après je travaille, j'ai un emploi et puis je dors tranquillement. Des gens sont dans un emploi, même on dit, ils ne savent même pas c'est quoi on appelle le syndicalisme. Ils sont, quel est le syndicat qui les protège? Ils ne connaissent même pas. C'est-à-dire, c'est le salaire qui vient seulement, ils mangent, c'est fini. Donc, quand je vois tout ça, je me dis, l'école de la vie dont parle William, ça passe par là aussi. Parce que dans la politique, c'est revendiquer des choses, c'est être contre et être pour. Après, il y a là-bas, il y a l'essentiel sur lequel on peut s'entendre. Mais c'est être pour, être contre. Mais moi, je trouve qu'on ne peut pas faire toute une vie et ne jamais rien revendiquer. Le problème, moi je pense qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas cette capacité-là. C'est pas que chez eux tout va bien. Ils voient des choses qui ne leur plaisent pas, des choses contre lesquelles ils peuvent se révolter, mais ils n'ont pas cette motivation, ils n'ont pas ce tact-là ou bien ce courage de le revendiquer. Mais l'autre chose, la manière dont vous avez expliqué la politique, c'est que c'est un mouvement
une école de vie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour un jeune, ce mouvement est-ce que c'est incontournable? Est-ce qu'un jeune est forcément tenu de s'investir dans la politique? Parce que c'est aussi pas la politique que son État évolue, sa population évolue, que ça lui-même, son bien-être doit évoluer. Parce que aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde se dit, les politiciens sont ci, sont ça, mais on ne peut pas faire grand-chose sans la politique aujourd'hui. Oui, moi, je voudrais dire quelque chose. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de l'impuissance apprise. Et j'ai voulu commencer par là pour dire aux gens que, notamment aux jeunes, puisque nous parlons d'eux, que la politique est moins dangereuse qu'on ne dit. Mais la vérité, c'est aussi que la politique est un environnement qui peut être violent et qui l'est souvent. Et parfois, nos parents ont vécu ou ont été témoins des scènes de violence. Et j'ai utilisé une image pour dire que la politique tue moins que la moto. Oui. Mais la politique peut tuer, effectivement, comme beaucoup de choses dans la vie. Oui, dans la vie, c'est ça. Et c'est pour cela que moi, j'insiste toujours que quand on vient faire la politique, on doit venir faire la politique avec 2 grandes qualités. La première qualité, c'est la sensibilité. Certaines personnes vont dire l'amour. L'amour du pays, l'amour des gens, l'amour de son histoire. Bien sûr. La volonté d'aider. Ça, c'est la première qualité. Donc, cette éthique de la sollicitude. Mais la deuxième qualité qu'on doit utiliser, la deuxième, je les classe. La première, c'est la sensibilité. La deuxième, c'est la réflexion, c'est l'intelligence, c'est la sagesse. Quand on vient faire la politique, on doit utiliser son cerveau. On ne fait pas la politique de manière désordonnée. Parce que, compte tenu de ce que ce sont des approches du monde, des solutions qui, en général, s'affrontent. Si on vient le faire de manière irréfléchie, on peut se blesser bêtement. Donc, et ça, c'est un vrai problème dans nos contextes. Nous avons, c'est quand je parle de nos contextes, je parle des contextes africains. Oui, c'est ça. Nous sommes dans des États post-coloniaux, mais également des États qui sont dans un espace-temps qui reproduit la violence coloniale, mais de manière extraordinaire. Extrême. Parce que on est dans un environnement aussi où on ne maîtrise pas totalement, c'est-à-dire nos schèmes de pensée, nos schèmes culturels, on ne maîtrise pas encore complètement la logique avec laquelle l'État moderne a été mis en place. Donc, les stratégies de contrôle et de surveillance, les stratégies disciplinaires mises en place sont souvent de nature à brimer la liberté individuelle de manière extrêmement brutale. Oui. Et un jeune qui entre aujourd'hui en politique doit prendre conscience de ça, savoir que le contexte est tel qu'il est. Et il doit pouvoir entrer en politique en se posant une question fondamentale. Comment sortir, et c'est là où la sensibilité vient, comment sortir ma population de cette violence? C'est ça le problème. Ce n'est donc pas en reproduisant la violence. Justement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, notamment dans les oppositions, parce qu'il y a des jeunes qui font la politique auprès du pouvoir, là on n'a pas entendu parler. Beaucoup de jeunes dans les oppositions, moi je viens du Cameroun, les gens comprendront que nous sommes dans un pays où nous avons un président qui est là depuis 43 ans et des acteurs d'opposition certains disent que pour qu'il parte, il faudrait faire une insurrection. Ou une révolution entendue comme une révolution insurrectionnelle. Mais justement, c'est la reproduction de la violence. Oui. Et à ce jeu-là, je suis d'accord. Face à un gouvernement, face à un régime, face à des États, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui sont fragiles quant à leur décolonisation. Donc, la violence ne peut que escalader. Et quand la violence escalade, qui trinque en premier? Ce sont les populations. Oui, c'est ça. Donc, on ne peut pas demander à des gens qui sont déjà violents, qui sont par définition violents, de cesser la violence. C'est faire un vœu pieux. Sinon, s'ils ne cessent pas la violence, on va leur appliquer la violence. On ne fait qu'attiser la violence. On attise la violence et ça ne peut aller nulle part. Ah, c'est ça. Se libérer signifie se libérer du réflexe violent. D'abord. Du réflexe de la mort. C'est-à-dire, on dit, pour devenir, il faudrait que les gens meurent. Il faudrait que le sang coule. Oui. Non. C'est grave. Il faut. Non, il faut. Et ça, c'est à la jeunesse de se poser ces questions graves, ces questions difficiles. Comment réussir à faire en sorte que ma commune, ma ville, mon pays, soit un pays vivable pour moi-même et pour les autres? Et quand je dis vivable, c'est-à-dire qu'on réussisse à faire ce qu'on a à faire sans que les gens ne meurent.
Parce qu'on ne fait pas la politique, et là, la sensibilité est importante. On ne fait pas la politique pour les morts. On fait la politique pour les personnes qui sont vivantes, en chair et en os, et qui ne sont pas extropiées, éborgnées, mutilées. Et comme on sait que les régimes qui sont là, peu importe le pays africain, la plupart de ces pays sont des régimes qui sont ancrés dans la violence, historiquement. Donc, la jeunesse qui vient doit travailler fondamentalement à réfléchir, à nuancer la violence pour apporter la réflexion, la concertation et, d'une certaine manière, une capacité de négociation. Je comprends. Ce que j'ai expliqué, c'est pour quelqu'un qui a vécu au pays, il peut vraiment comprendre parce que la plupart du temps où les aînés viennent vers les jeunes pour les insérer dans la politique, c'est pour les envoyer au front quand il y a du militantisme, à mettre de la violence, des manifestations. C'est quand il faut être vraiment violent, c'est à ce moment que les aînés pensent maintenant aux jeunes. Et c'est ce qui pousse même d'ailleurs les parents à interdire parfois à mon enfant, quand tu vas à l'université, ne rentre pas dans tel parti politique, dans telle corporation. Donc, est-ce que les jeunes ne doivent pas penser par eux-mêmes pour éviter de suivre, de recopier cet amalgame qui se poursuit depuis des années bêtement en fait? Parce que en fin de compte, c'est ce qu'on fait. Non, mais de toute façon, qu'on le veut ou pas, on va suivre ceux qui font la politique d'abord, avant tout. C'est Jean Pléa qui disait que si vous ne faites pas la politique, elle vous fera. Si vous ne le faites pas. Si tu ne veux pas décider avec eux, ils vont décider pour toi. Ça, donc, c'est clair. De toute façon, ça c'est connu. Mais je veux revenir un peu sur ce que disait le doyen William par rapport à la violence de la politique en Afrique. C'est-à-dire, nous avons des États violents. Nous n'avons pas des États forts. En Afrique, nous n'avons même pas des États puissants. Parce que les États puissants, un État puissant, c'est l'État qui protège son peuple, ses intérêts et tout, même à l'extérieur. Mais nous avons des États qui sont très violents, qui appliquent la brutalité coloniale à l'extrême, comme il a dit. Mais comment on fait pour sortir de ça? Généralement, c'est à ce point-là que je le rejoins parfaitement quand il parle de nous ne faisons que perpétuer la violence. Et tout à l'heure, quand on discutait, il me disait dans la voiture que souvent les gens font la politique, restent dans l'opposition et disent nous voulons que les autres partent. Mais généralement, ils veulent que les autres partent pour venir faire la même chose. Reprendre encore la même. En disant que nous aussi on va profiter. C'est ça le problème. Un pays en Afrique de l'Ouest là-bas, le Bénin d'où je viens, l'actuel président, quand il était dans l'opposition, il a passé tout le temps à dénoncer la violence. Mais dès qu'il a pris le pouvoir, il fait à l'extrême tout ce qu'il a combattu. Tu vois, pour revenir à ta question, quand tu parles des parents, les parents sont dans leur rôle de dire clairement que la politique ça tue, mais la politique emprisonne. Mais quand on dit ça tue là, c'est pas seulement tuer seulement, mais ça emprisonne. Ça peut te laisser, ça peut t'arracher, te rentrer de ta vie et en prison. Et que tu restes là, tu es en prison toute ta vie. Parce que les choses n'ont pas changé. Mais quelque part aussi parce que souvent, on cherche à faire un peu comme ceux qui sont là, à user de la violence, alors que les autres ont le pouvoir d'État. L'État est garant de la violence au fond. L'État d'abord est garant de la violence parce qu'ils ont tout. Ils ont tout. Ils disent que quand on veut bien parler, on dit que ils sont garants de l'ordre. Maintenant, pour assurer l'ordre, parfois, on peut user de violence, on peut user de force. Donc, ils en profitent pour user de violence, pour mater tous ceux qui vont se rébeller un peu. Mais toujours est-il que la politique, c'est pas seulement la violence, c'est la réflexion, là je le rejoins aussi, c'est réfléchir à comment changer les choses. Réfléchir, se préparer, se dire, parce qu'il y a deux choses. Soit vous vous préparez, parce que quand on est dans cette situation-là, il faut être fort. Parce que si vous n'êtes pas fort, vous pouvez... La politique, lorsque vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous détruire tout seul. Parce que vous n'y arrivez pas. Mais il faut aussi se préparer. Parce que quand vous ne vous préparez pas, quand vous arrivez aux affaires, vous échouez. Vous ne saurez pas comment gérer. Du tout pas. Parce que les jeunes dont on parle, on ne les prépare pas à gérer, au fond. On les prépare à revendiquer. Et ça aussi, c'est quelque chose. Oui, on les prépare à revendiquer, à dire, à créer, à tort et à raison. Mais on ne les prépare jamais à dire, ok, et si demain on te nomme ministre, si demain le pouvoir tombe dans ta main, tu fais quoi? Ce pot de responsabilité-là, ce petit pot de responsabilité-là, si ça tombe dans ta main, comment tu gères? On ne les prépare pas à ça. Donc, c'est à ça que nous jeunes même, nous devons réfléchir et dire, qu'est-ce qu'on fait à notre niveau
pour déjà pouvoir bien faire ce qu'on est en train de faire là et ne pas tomber dans la violence à laquelle l'État, le pouvoir central nous appelle. Je voudrais ajouter quelque chose en lien avec, avec la question de la violence dont nous sommes en train de parler, mais aussi de l'absolue nécessité de réfléchir. Les pays africains dans lesquels nous vivons sommes, à mon avis, nous sommes à un tournant fondamental de notre histoire. Oui. Parce que nos grands-pères ont vécu les indépendances. Oui. Parfois, ils ont travaillé pour qu'adviennent les indépendances. Mais l'esclavage d'abord. Oui, mais je reprends la situation la plus proche. Oui. Nos parents sont arrivés, ils ont dû gérer la suite de l'affaire, et d'ailleurs même pas parfois, parce que quand on voit que le président Biya est toujours là, il est né en 1933. À l'indépendance du Cameroun, il avait 27 ans. Je ne suis même pas sûr que chacun d'entre vous ici a 27 ans. C'est-à-dire que lui, il était déjà plus vieux que vous quand le Cameroun devenait indépendant. Et c'est lui qui est toujours président aujourd'hui. Mais nous, qui venons aujourd'hui, nous avons quelque chose de différent d'eux. Là, je parle des élites. À l'époque des Biya, quand ils allaient à l'école, d'abord c'était dans le contexte colonial, oui. Il n'était même pas forcément entendu que ces pays deviendraient indépendants un jour. Oui. Ils sont partis, le pays est devenu indépendant. Ils sortaient de la colonisation. Ils n'avaient connu que ça. Ils ont été façonnés par cette violence-là, où c'est la loi du plus fort qui mate la faiblesse du plus faible. Le plus faible étant toujours entendu comme l'Africain, la manière de penser africaine, la manière de faire africaine, locale, je veux dire. Et puis nos parents sont venus avec la peur, avec ces premiers régimes qui sortaient de la colonisation, qui étaient donc des régimes patrimoniaux très forts. Et nos parents ont perpétué ça en ajoutant, par exemple, la privatisation, tous les accidents qu'il y a eu à la fin du XXe siècle. Mais encore nos parents, une grande partie d'entre eux, avaient toujours comme une sorte d'extraversion dans les études. Quand quelqu'un faisait les études, il était entendu qu'il pouvait partir et continuer à travers une bourse en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, etc., etc. Nous, l'essentiel d'entre nous, nous parlons ici, nous sommes au Canada, nous sommes en Occident, mais l'essentiel d'entre nous sommes partis à l'école avec pour objectif de travailler localement. C'est-à-dire, ça ne faisait pas partie du plan qu'on se retrouve en Occident. Non. Et donc, l'essentiel des personnes de notre génération ont été élevées et ont été construits pour construire le pays. Ça fait que même si nos systèmes éducatifs continuent à être colonisés, nous sommes la première génération depuis très longtemps à connaître le pays. Oui. Parce que c'est une génération qui est née pour vivre dans le pays, pour vivre dans ses enclos. Et où ce n'était pas prévu institutionnellement qu'ils sortent. Donc, ça fait qu'on est dans une génération aujourd'hui qui est capable de produire de nouvelles réflexions. Qui ne soient pas juste des tautologies, des reprises, des photocopies de ce qui a été dit hier. Par exemple, par les mouvements antiracistes, par les mouvements antiségrégationnistes, par donc cette diaspora, mais qui est une réflexion fondamentale, qui pose, par exemple, la question de la place de l'ethnie à l'intérieur de nos États. Et ça ne peut pas être par une simple manifestation. Non, c'est pas... Non. Contre le régime de X ou de Y. Dans tous les cas, les manifestations s'oublient très vite. Donc, il y a une réflexion fondamentale qui ne fait que poindre le bout de son nez, mais qui va se mener sur la manière avec laquelle on doit gérer, y compris nos démocraties. Est-ce qu'en Afrique aujourd'hui, il est suffisant de se définir comme béninois et de dire je suis béninois, point. Parce que quand tu le dis, ici, quand on est au Canada, et on est en train de parler en tant qu'Africain. J'ouvre une grosse parenthèse là. Oui. On est en train de discuter en tant qu'Africain. Je pose la question, Serge, tu es quoi? Tu vas me dire, je suis béninois. Oui. Pour moi qui suis camerounais, c'est correct. Ça veut dire quelque chose, tu es béninois. Mais quand tu es au Bénin, quelqu'un te pose la question, tu es quoi? Tu ne peux pas répondre que je suis béninois. Non, non. Ça n'a pas de sens. On s'attend à ce que tu dis, je suis béninois de, ou je suis tel, je suis Fon, par exemple, du Bénin, ou je suis Mina du Bénin. Et ce « je suis Mina du Bénin » ne peut pas être résolu par une manifestation quelconque que quelqu'un ferait. Non. Ça demande une réflexion. Parce que quand la réflexion ne se fait pas,
ça ne crée pas un problème politique de type électoral. Parce que tout ce dont nous parlons là, c'est la politique électorale. Mais il y a une politique plus fondamentale encore, qu'on appelle la guerre, la sécession. Parce que si tu ne prends pas en considération tous les plis que l'Afrique a, tu es en train d'entrer dans des problèmes qui vont être immenses. Et aujourd'hui, tel que nous sommes là, tous les défis que nous avons aujourd'hui nous conduisent tout droit à ce type de questionnement. Ouais, c'est ça. Donc, il faudra passer très vite de la capacité de s'indigner à la capacité de réfléchir. Et moi, je dis donc, c'est un travail qui ne peut être fait que par les jeunes. C'est-à-dire ceux qui sont jeunes aujourd'hui, c'est eux qui doivent inaugurer ces réflexions, qui sont des réflexions graves, qui sont des réflexions importantes, qui sont des réflexions éminemment polémiques. Parce que la colonisation nous a enseigné à nous détester nous-mêmes, à détester les catégories locales, à dire que non, ça ne compte pas. On était en train de parler tout à l'heure dans la voiture et vous me disiez, on dit à Cotonou que Cotonou n'appartient à personne. Cotonou n'appartient à personne. Mais ça n'a pas de sens. Il y avait des gens locaux. Parce que quand on est en train de dire ça, on est en train de raconter une fable. Parce qu'il y a des gens, c'est leur village. Ils n'ont pas un autre village, c'est leur village Cotonou. Et tant qu'on n'a pas résolu ce type de problème, tant qu'on ne les a même pas encore posés, parce que pour le moment, ça ne se pose même pas encore. Ça ne se pose pas, c'est ça. Mais comment on va faire pour les poser si on ne réfléchit pas? Si on n'est pas capable de dire, ok, qu'est-ce qu'on fait de ce pays? Comment on fait pour monter? Parce que quand on a fini de manifester contre Talon, on a pris le pouvoir par manifestation. Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans le bureau de Donald Trump et qu'il décide de nous parler comme à Zelensky? C'est pas possible. Donc, il faut être soi-même fort, être capable de résoudre les problèmes internes par une réflexion profonde et douloureuse. Non violente. Oui, parce que la réflexion est là pour nuancer la violence. Parce que tant qu'on n'a pas intégré qu'il faut réfléchir, on sera toujours violent. Face à n'importe quelle difficulté, on aura tendance à vouloir sortir les armes. Oui, ça disons les muscles. Les muscles, oui. Mais du coup, on sera aussi incapable de se défendre face à des vrais agresseurs qui viendront avec la loi du plus fort. Oui. Parce qu'on n'a pas appris à construire un argumentaire qui soit un argumentaire capable de résoudre des problèmes par la force de la réflexion. Et même le panafricanisme tel qu'on est en train d'en parler aujourd'hui, tant qu'il reste, j'aime pas utiliser le terme émotif, mais tel qu'il reste un panafricanisme de la fermeture et du repli justement violent, on ne pourra jamais s'en sortir. Et du rejet de l'autre aussi. Oui, il ne faut surtout pas. Il ne faut pas être dans l'universalisme BA. Mais il ne faut pas être dans le particularisme de position. Oui, ça aussi. Il faut être capable de mouvement, toujours. Et ça là, ça nous demande vraiment, j'insiste là-dessus, on ne peut pas faire la politique. On ne peut plus continuer à faire la politique. On ne doit plus continuer à faire la politique en disant, on y va comme ça. Aujourd'hui, plus qu'à n'importe quelle autre époque, ne serait-ce que de ces dernières décennies, l'Afrique a un niveau de scolarisation très élevé. Oui. On peut discuter de la qualité et tout, mais on ne peut plus avoir des hommes politiques sans rythme ni mesure. C'est vrai. Des gens qui ne sont pas conscients des enjeux. C'est vrai. Et qui pensent que quand les élections sont finies, c'est fini. Non. Il y a même ça qu'on a oublié d'aborder, le fait que les gens qui sont au pouvoir ne rendent pas forcément compte de ce qui se passe. Non, mais c'est parce que, William a dit, c'est parce qu'ils ont le monopole de la violence qu'ils ne rendent pas compte. C'est ça. Parce que c'est l'homme politique sait qu'il doit rendre compte. Et que c'est parce qu'il va rendre compte qu'il sera réélu. Mais il sera obligé de rendre compte. S'il sait qu'il aura affaire à des jeunes qui réfléchissent, qu'ils vont lui demander des comptes par rapport à ce qu'il a fait de l'électorat qu'ils lui ont confié, il va revenir rendre compte. Mais quand il sait que, bon, je vais user un peu de violence, c'est comme si je suis dans les bonnes grâces du pouvoir, le pouvoir qui use déjà de violence, je vais intimider les jeunes, au-delà de tout, je vais leur distribuer quelques billets de banque, quelques trucs pour entretenir leur misère, tu vois, pour les encourager dans la misère. Dans ce cas, il n'est pas obligé de rendre compte. Moi, je veux me dire qu'il rend compte. Comment? Il rend compte. Il rend compte. Comment? Mais il rend compte à qui? Voilà. C'est ça le problème. À eux-mêmes. Ils rendent compte, quand les missions du FMI viennent,
Ouais, c'est ça. Ils font les rapports. Ouais. Ils rendent compte aux chancelleries. C'est-à-dire, nous Mais pouvons pas à rendre nous. compte. Maintenant, ils ne rendent pas compte aux populations Non, pas du tout. ou, à plus forte raison, aux électeurs. Mais je dirais même que, même là, il y a des poches de reddition de comptes. Ouais. Mais comme nous ne sommes pas intéressés par la politique, Tic. on ne s'en rend même pas compte. Qu'ils rendent compte. Moi, je ne parle pas au niveau du gouvernement. Parce que quand on parle du gouvernement, c'est trop grand. C'est trop facile de lancer des anathèmes. Prenons les mairies. Je ne sais pas le cas au Bénin, mais je pense que dans presque tous les systèmes Oui. d'inspiration française, les séances du conseil municipal sont ouvertes au public. Non, au Bénin, non. Bon. Là. Peut-être que c'est ouvert au public et on ne s'y intéresse pas. Ça, le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne C'est sait ça que pas, je voulais dire, on ne s'y intéresse pas. Je prends un autre cas simple. Il y a combien de pouvoirs institués? 3. Oui. Parfois, c'est une autorité, mais la justice est un pouvoir à peu près partout aujourd'hui en Afrique. Oui. Donc, il y a le législatif, il y a l'exécutif, il y a Le judiciaire. le judiciaire. Ok. Judiciaire plutôt. Laissons l'exécutif, l'administratif et tout. Prenons le judiciaire. Les audiences sont publiques. Oui, Oui, c'est ça. Combien de personnes partent au tribunal? ça c'est vrai. On parle seulement quand c'est une histoire qui est Parce que Ce truc-là, rocambolesque. bizarrement, moi, mon père m'a toujours encouragé à aller. Parce que c'est très important. La Ah, formation civique se passe aussi là-bas. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Ouais. Les tribunaux sont ouverts, sauf pour des cas extrêmement rares. Dans Oui, une c'est année, ça. il peut même ne pas exister un cas où les tribunaux sont fermés. Oui, c'est ça. Mais les gens n'y vont pas. Les séances de l'Assemblée nationale sont ouvertes. Les jeunes n'y vont pas. Les gens n'y vont pas. Mais il faut expliquer aux gens que la politique n'est pas essentiellement la polémique. Si les gens ne vont pas à l'Assemblée nationale, où les ministres sont interpellés, où les députés font du travail de diverses manières, et qu'ils partent du principe que, bon, forcément, c'est une chambre d'enregistrement, vous ne comprendrez jamais. Et après, c'est facile de croire à toutes les rumeurs de lancer des Si vous polémiques. n'allez pas au conseil municipal, si même à la mairie, vous ne partez pas lier le babillard, vous comprenez? Oui, c'est ça. La citoyenneté est forcément, elle est toujours déjà, comme disent les philosophes, toujours déjà engagée. Un citoyen ne peut pas se croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur. Non, Parce que la vie n'est pas un spectacle. du tout pas. Et moi, mon engagement en politique, c'est de dire cela aux citoyens jeunes ou moins jeunes. La citoyenneté est un engagement. C'est un travail à temps plein. Si on dit qu'il y a une réunion de quartier, on a besoin de personnes là-bas. Quand on dit qu'il y a une association des parents d'élèves ou un conseil d'établissement, allez-y. Chaque fois qu'il y a une possibilité d'avoir une assemblée délibérative, allez siéger. Parce que pour des gens, la politique doit être ce qu'elle a été pour les Occidentaux. Un peu comme quand on arrivait aux Oui, indépendances. c'est ça. Je voulais en venir là aussi. On doit, quand on fait la politique, on doit forcément être riche. Exactement comme nos politiciens ou nos politiques aujourd'hui. Au point où même si tu fais la politique et que tu fais la politique de manière sacerdotale, on te soupçonne toujours d'avoir quelque chose. Alors que nous autres qui sommes engagés en politique, c'est nous-mêmes qui finançons. Quand des jeunes doivent battre le macadam pour faire, par exemple, des manifestations, des marches, ou on doit faire des campagnes d'affichage, là, si vous me suivez dans les réseaux sociaux, je suis en train de partager des affiches pour le levée de fonds et tout. C'est nous qui finançons. Parce qu'on a un engagement à tenir. Mais comme on a une idée coloniale de la politique, qui est se servir et pas servir, donc les gens pensent que c'est ça. Non. Et quand quelqu'un entre donc en politique, et quand je dis entrer en politique, c'est pas forcément dans un parti politique. Parce qu'on peut faire la politique de manière à ne même pas chercher à conquérir le pouvoir, dans les associations par exemple. Ça c'est vrai. Même juste s'informer, en fait, c'est... Oui, mais engagez-vous. Je dis ça tout le temps. Engagez-vous. Faites quelque chose. Vous êtes en train de faire un podcast. Vous laissez une trace. Vous participez. Participez. La vie n'est pas un spectacle. Moi, quand je commence mes cours à l'université, je dis à mes étudiants, quand j'entre, la première chose que je leur dis, je leur mets cette citation d'Aimé Césaire. Gardez-vous de croiser les bras à l'attitude stérile du spectateur. Oui. Car la vie n'est pas un spectacle. Du tout. Et les jeunes Africains, et je m'adresse à eux, doivent À nous. comprendre. Oui, je m'adresse à vous. Oui, c'est ça. Faites quelque chose. Échouez. Relevez-vous. Suivez quelqu'un. Si on ne vous donne pas la place créée pour vous,
Parce que ça, c'est aussi un autre truc que je voulais dire. Ça. On va dans des partis politiques, on nous demande d'attendre notre tour. Non, pourquoi? Créez un parti politique, créez pour vous. Allez voir un parti politique qui a été abandonné, prenez-le. Mais c'est ce que nous avons fait au Cameroun. On a essayé même de créer un parti politique, on a été bloqué pour créer ce parti parce que le leader, d'abord, il avait lancé son association, celui qui est leader du parti actuellement, il avait lancé l'association, 11 millions d'inscrits, parce qu'il y avait donc le refus des gens de partir s'inscrire sur les listes électorales, parce qu'ils disaient que tout est déjà joué d'avance. Mais il a dit non. Si c'était joué d'avance, le parti au pouvoir ne serait pas accusé de bourrer les urnes le jour des élections. C'est-à-dire que s'il y a des électeurs, ils ne pourront pas le faire. Donc, allez vous inscrire. Donc, il a lancé l'association 11 millions d'inscrits. Après, il a fait 11 millions de citoyens. À partir de là, il est devenu assez populaire dans le champ politique et il est devenu évident qu'il pouvait être quelqu'un qui allait conquérir, qui pouvait conquérir pour la présidentielle en 2018. En 2017-2018. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il est allé voir un de ses professeurs d'université qui avait un parti qui remplissait les conditions pour avoir un candidat. Et ce professeur, il avait essayé d'abord de transformer son association en parti politique, chose qui lui a été refusée de fait par l'administration territoriale qui est garante de la création des partis politiques. Après, donc, il a été approché son professeur à l'université qui avait un parti comme ça, parce que tout le monde ne peut pas être gâté et pourri dans un pays. Et donc, ce monsieur-là lui a permis de concourir à la présidentielle au Cameroun, où il a été déclaré 3e, avec 6, quelque chose de pourcent, avec 300 000 personnes qui ont quand même voté pour lui. Bon. Après cela, il a voulu recréer un autre parti politique. Et ce parti politique a toujours été refusé. Et encore une fois, il s'est trouvé d'autres personnes, d'autres vieux même qui étaient à la retraite, qui avaient créé un parti politique qui n'avait jamais fonctionné, mais il l'avait créé en 2003. Et ils lui ont dit, non, on a un parti politique, on peut le mettre à ta disposition. Et c'est ce parti, donc, qui est le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui est aujourd'hui le parti que nous avons et que nous sommes en train d'incarner. Donc, ce n'est pas comme si on était allé s'aligner, parce que si on était parti s'aligner dans les vieilles machines politiques, on n'aurait jamais eu la place. C'est ça. Donc, on a décidé de créer notre propre mouvement. Et aux premières élections législatives et municipales auxquelles nous avons participé, nous avons eu 208 ou 210 conseillers municipaux. Nous avons eu 7 mairies que nous gérons complètement. Nous avons eu 5 députés. Donc, pour vous dire que, en l'espace de quelques mois, nous avons réussi à faire quelque chose d'inédit dans le contexte camerounais. Et nous continuons, nous insistons jusqu'à présent. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Et rien n'est dit que c'est facile. Rien n'est facile. Ces gens qui sont là, ils font tout. Et c'est normal. Je ne dis pas que c'est bien. Mais c'est normal de se battre pour leur propre survie. Mais nous aussi, nous devons survivre pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos parents. Et nous devons survivre pour sortir ces gens de l'arbitraire. Et quand on décide de faire ça, nous, on dit nous avons les épaules assez larges. Parce que, contrairement à cette génération d'hier, nous connaissons mieux nos pays. Nous connaissons mieux la souffrance des gens. Nous connaissons mieux nos frères. Nous connaissons mieux nos sœurs. Nous savons exactement comment une jeune fille peut naître dans un contexte. Quelles sont les difficultés qu'elle peut rencontrer. Comment elle peut être déscolarisée. Qu'est-ce qu'elle va devenir. Et nous savons exactement la souffrance que les gens vivent. Et nous disons que ça suffit. On peut faire autrement. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'entrer dans tous les contextes du monde sans voyager. On peut être en Afrique et savoir ce qui se passe au Japon. On ne nous raconte plus des histoires à dormir debout, qu'à Paris, c'est comme ça. À New York, c'est comme ça. On voit nous-mêmes et on est décomplexé. Totalement. En fait, et j'aimerais revenir sur ça. C'est très bien de s'indigner, mais s'indigner ne suffit pas. Il y a des gens qui disent non, c'est pas bon. Et c'est fini. Mais ça, juste dis ce qu'il fait. Non, s'indigner. Qu'est-ce que toi tu aurais fait? Non. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Oui, non, mais s'indigner ne suffit pas. Et ça revient à la question fondamentale qui est de savoir ce que nous autres, jeunes Africains de la diaspora, on apporterait à la politique en Afrique. Comment est-ce qu'on va se faire ce truc-là? Souvent, moi je dis, déjà, nous avons vu autre chose ici. On a vu des États qui sont construits. Moi, je le dis souvent. Au moins ici, les États sont construits. Le pouvoir central est là. Et il fait ce qu'il doit faire. Au moins, il fait ce qu'il peut. Mieux que ce que nous avons vu. Déjà, c'est moins violent. Déjà, c'est fluide. C'est fluide. C'est fluide. On sait qui fait quoi. Et l'autre jour, je disais, pour un rien de tout, on peut t'accuser de détournement. Pour rien de tout. Pour ce que nous allons juger de banal chez nous, ici, on va dire,
Ça va rentrer dans des procédures, ça va t'étonner. Parce que l'État est construit. Mais ça que nous voyons ici, c'est des choses qu'on pourra, toutefois qu'on le veuille ou pas, exporter. Donc, à cette question-là, j'aimerais que tu apportes une réponse. À ce que nous, là, de la diaspora, on devrait... Moi, je suis de la diaspora, mais je pense que la diaspora a son rôle à jouer. Mais le rôle de la diaspora est un rôle subsidiaire, résiduel, par rapport au rôle des gens qui sont sur place. sur place. Et je ne pense pas qu'il y a des modèles à exporter. Parce que... Je voulais dire ça aussi. Oui, non, il n'y a pas de modèle, mais il n'y a pas de... Le piège, c'est que les gens se disent, comme tel modèle marche dans tel pays, il faut forcément l'exporter chez nous, ça va marcher là-bas. Mais il n'y a pas de modèle à exporter, je suis d'accord, mais il y a des manières de faire exporter. Oui, il y a... Les manières sont liées à un contexte socioculturel. Exactement. C'est ça le problème. C'est ce qu'on ne voit non, pas mais souvent. ce qui est bien, Oui. hein. Le bien, il n'y a pas de Il y a de contour. contexte pour le bien. Non, le bien n'est pas bien. Ok. Partout. Parce que je prends un exemple. Non, mais Je prends ne l'exemple pas- simple. Je prends l'exemple ne pas simple. mater une population. Non, je prends l'exemple simple. Ok. Pour les Chinois, manger du porc, ça a une valeur culturelle. Mais chez des religions islam, dans les régions islam, manger du porc, c'est un péché. Donc le bien n'est pas forcément le bien. Tout dépend du contexte socio-culturel. Non, mais Moi, je dis, voici ce que je dis. Il y a des choses ici qu'il faut observer attentivement. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas perdre du temps. oui. Ce sur quoi il ne faut pas perdre du temps, c'est l'infrastructure. Les routes, les ponts, C'est ça. les lumières. Parce que ces routes, ces ponts, ces lumières servent à quelque chose. Oui. On a construit des routes avec 6 voies pour compte tenu du trafic et de l'économie et de ce que les gens veulent faire, du contexte de consommation, du néolibéralisme local. etc. Justement, Construire très des- bien. Merci. Mais il y a des choses qu'on doit observer. Je ne dis pas qu'on doit les observer pour les copier, mais on doit les observer. C'est la capacité à penser pour soi-même Merci. et à penser pour les autres. Merci beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui est synonyme de liberté. On doit regarder ici comment les gens qui sont libres Vive. réfléchissent et vivent. Et nous, on doit vivre en étant libre. Et dans tous les cas, on doit aspirer à cette liberté. Ça signifie que quoi? Face à une situation, par exemple, les routes. On parle souvent des questions des routes. Prenons les routes intra-urbaines, c'est-à-dire les routes de quartier. Est-ce que c'est nécessaire? Parce que ici à Montréal, toutes les routes de quartier sont bitumées. Est-ce que c'est nécessaire que toutes les routes de Dassa ou de Torib aussi, à Vamé, Ça va servir à rien. soient bitumées? Ça va servir à rien. La question se pose. Parce que ici, première chose, on a l'hiver. Deuxième chose, Beaucoup de personnes ont des... on a un contexte extractiviste qui fait que on peut avoir des choses très chères à pas grand prix. C'est ça. Parce qu'on est capable soit d'aller prendre dans des terres ici au Canada, soit on est capable d'aller dans des contextes en Afrique Oui. et prendre des choses de manière un peu plus facile. Mais les pays africains n'ont pas cette liberté. Ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de consommer local et de consommer restrictif. Donc, au lieu, par exemple, de bitumer toutes les routes de Cotonou et de s'endetter pour des milliards. dizaines d'années, Léa, on peut choisir des axes prioritaires qui doivent être carrossables et les autres, on les fait de manière latéritique, mais les entretenir correctement. Merci. De telle sorte que les gens puissent rouler dessus sans forcément se ruiner. Donc, c'est cette manière qu'on peut utiliser pour un peu se libérer en pensant par nous-mêmes. Et parlant des infrastructures, par exemple, en Afrique, on dit le développement passe par le développement de la route. Mais je ne sais pas qui a inventé ça. Comment le développement passe par le développement de la route? C'est parce qu'on construit des infrastructures qu'on a développé? Question. Et c'est pas ça. Mais en C'est fait, cette phrase a plusieurs sens. Oui, mais c'est l'utilité des routes pour nos pays. D'abord, souvent on dit que quand on produit des choses dans les villages, il faut des routes pour les transporter vers la ville. Mais ça, c'est une réflexion coloniale. Il faut des choses pour les transporter vers la ville. Pour les exporter. Et pour les exporter ensuite. C'est ça. Mais c'est l'exportation le problème. C'est pour les exporter. Alors qu'avant, on produisait pour manger localement. Généralement, il faut bien observer nos États, nos pays, nos villes. Vous allez voir que les villes, les routes qui sont construites dans nos villes, sont les routes là, on construit les routes. C'est-à-dire, elles sont construites de manière à drainer tout vers la ville, une ville mère, la métropole. Vers le port. Vers le port, généralement, pour l'exporter vers l'extérieur. Donc, rien n'est produit. Les routes ne sont pas construites pour produire et pour transformer, consommer même déjà localement et ensuite penser à l'exportation. Donc, c'est pour dire que toutes
les politiques qu'il faut, là, doivent être pensées, analysées. Mais comme l'a dit William, il faut que nous copions aussi la capacité à réfléchir et à penser par nous-mêmes et ensuite pour les autres. Pour ne pas s'éterniser sur le sujet, moi j'aurais juste à vous demander un truc. On a l'habitude de penser que tout ce que la jeunesse fait ou tout ce que même la population fait dans la politique ne sert à rien, que tout est décidé à l'avance. J'ai d'ailleurs lu une phrase, un de mes anciens professeurs a écrit que de tout temps, le roi des Blancs fait le roi noir des Noirs au pays des Noirs, avec ou sans le consentement des Noirs. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes doivent toujours penser comme ça ou il faut forcément prendre les choses en main? Et là-dessus, vous allez donner un mot de fin pour qu'on puisse clôturer l'épisode. Alors, moi, je dis, est-ce que les jeunes doivent continuer à penser comme ça? Non, c'est une réflexion totalement colonisée. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous vivons à la fois dans ce contexte endogène de réflexion. Dans tous les cas, on a grandi en Afrique avec une autre mentalité. Et aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de médias. On n'est plus dans des ghettos. On est dans des ghettos de fait. Parce que la plupart de nos jeunes frères et de nos sœurs n'arrivent pas à sortir du continent. Ils sont dans des bantoustans. Mais le bantoustan est remis en question par les médias. Donc, on voit que les systèmes qu'on pense les meilleurs sont encore illibéraux. Plus illibéraux même que parfois chez nous. On voit que la violence est intrinsèquement liée à l'État occidental en tant que tel, mais pas seulement occidental, c'est-à-dire dans le monde est rempli de violence et que peut-être ce n'est pas aussi pire que nous, alors que nous avons connu des grandes souffrances, nous avons connu l'esclavage, mais nous arrivons quand même à faire des choses qui sont extraordinaires, par exemple dans l'art, dans le sport, et que si on met la même énergie et la même volonté dans les autres domaines, on pourra faire des choses extraordinaires. Donc je pense que nous sommes effectivement dans le siècle de l'Afrique et le point de bascule va se passer très vite. Pas parce que je suis en train d'observer ça chez les gens qui vivent actuellement. Mais moi, je ne suis pas un réaliste. Je suis un idéaliste. C'est-à-dire que je pense que le monde qui vient est le monde que nous réfléchissons aujourd'hui et pas le monde que nous voyons. Parce que ce que nous voyons là est une illusion. Le vrai monde, c'est celui qui est dans nos têtes. Je suis totalement d'accord avec lui. Cette phrase, c'est une phrase qui est totalement colonisée. C'est une réflexion pour toujours nous maintenir dans notre état de ne pas se responsabiliser. De penser que tout est joué d'avance. Rien n'est jamais joué d'avance. Tant qu'on réfléchit, tant qu'on a envie de changer les choses et qu'on fait tout pour y arriver, les choses peuvent changer. Donc, on est jeune, on a nos parcours, on a eu la chance de voyager, d'autres vont nous suivre après, d'autres sont sur place et réfléchissent aussi. Donc, qu'on le veuille ou pas, la réflexion doit continuer pour qu'on puisse, comme l'a dit William, aller vers l'idéal que nous avons pour nos pays et pour le continent africain après. Ok. Donc, en fin de compte, la politique, c'est un mouvement réflexif auquel c'est vrai que c'est difficile dans nos contextes en Afrique où la politique est souvent vendue comme étant violente, une idée de saleté, de mensonges, de mauvaises personnes. Mais il faut que les jeunes puissent passer... Parce que même si on ne s'intéresse pas à ça, on ne pourra pas changer les mentalités. Donc il faut que les jeunes puissent se responsabiliser dans cette politique, puissent s'insérer dans ces différents mouvements, prendre les choses en main, et essayer de réfléchir pour nous, pour notre avenir, afin de changer les choses.